Un peu ce matin, donc est-ce que vous êtes là déjà? Ouais, c'est mieux, ils m'ont menti, vous êtes chaud. Du coup, un petit retour d'expérience sur l'IA, tant que mon métier... Il reste plus que 15 minutes, mince, non. Sur l'UX, en UX. J'ai flagué ces slides septembre-novembre 2025, parce qu'on est dans un monde qui change pas mal, donc tout ce que je vais dire est faux, bien sûr. Cette conférence est sponsorisée par Forkit. Non, pas du tout, mais globalement, on a un stand, si vous voulez. Allez voir le lien en description. Vous avez Forkit si vous avez des enfants, si vous avez des frères et sœurs, ça peut être cool. C'est un moment en général les enfants aiment bien pour découvrir les métiers numériques. On aura un meet-up en janvier. Et si vous aimez bien voyager, on va un peu partout. On a Hanoï, on a la Tunisie, à Tunis qui arrive, et puis on devrait repasser à Rouen aussi pour une grosse conf, donc n'hésitez pas. Du coup, moi je m'appelle Yvan Dalmé, je suis cofondateur et lead designer au Bear Studio. Ça fait maintenant à peu près 15 ans que je fais du design, alors UX aujourd'hui, avant ça s'appelait différemment. Bon, mes études c'était de web design sensoriel, voilà, vous avez les termes. Mais je fais aussi du code. Et du coup, petit disclaimer, on est déjà dans les sujets qu'on fait, on fait pas un produit, donc c'est un contexte un peu différent. On est une ESN différente, comme toutes les ESN disent, mais on le pense, après, comme toutes les ESN. Et aussi, du coup, ça veut dire qu'on commence beaucoup de projets, qu'on fait beaucoup de choses, et on va pas être toute l'équipe sur un seul produit. Ça joue un tout petit peu dans l'expérience qu'on peut avoir et par rapport à un UX designer qui serait dans une entreprise, dans une start-up, qui est sur un produit. Et du coup, comme je disais, tout ce qui est à propos de l'IA est faux, puisque de toute façon Gemini 3 est sorti et va révolutionner le monde, donc cette conférence ne sert pas vraiment. Je rigole un petit peu, pas tant que ça. Du coup, aussi deux choses. Quand je vais parler du X, je ne vais pas parler du joli. Le joli est un petit bout de l'UX, mais c'est vraiment surtout dans les domaines sur lesquels on fait, parce que nous, on ne fait pas des applications vraiment, on fait quelques applications grand public, mais on fait beaucoup d'applications métiers. Et vraiment, le joli, c'est vraiment le dernier de nos soucis. C'est vraiment l'ergonomie, l'expérience, etc. Et du coup, je ne parle pas de graphic design, donc de design graphique, mais bien d'expérience utilisateur. Et aussi, quand je vais parler d'IA, je parle de l'IA d'aujourd'hui. Donc je vais faire des raccourcis mauvais entre LLM, GenAI, etc. Mais enfin, c'est ce qu'on a aujourd'hui. L'IA générative, Stable Diffusion, les LLM et compagnie. Et je ne parle pas vraiment de Skynet et de la révolution qui arrivera peut-être un jour pour nous remplacer. Je parle de ce qu'on a aujourd'hui. Donc première chose, déjà, pour comprendre comment j'intègre ou pas des outils AI, il faut déjà comprendre comment je travaille. Ça va être le plus simple pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut remplacer, optimiser et compagnie. Donc première chose, je fais des workshops avec des utilisateurs, c'est-à-dire je fais des ateliers avec des utilisateurs. Et ça sert à quoi? Ça sert à essayer de comprendre de quoi ils ont besoin, comment ils travaillent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà des outils numériques ou pas, est-ce qu'ils ont besoin d'outils numériques ou pas, et comment on peut s'intégrer dans tout ça. Donc ça c'est la première chose, essayer de comprendre donc, comment on s'intègre et qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Deuxième chose, après, je vais essayer de penser des flows utilisateurs, essayer de comprendre comment, si on a besoin d'introduire des outils numériques, parce que moi je fais principalement des outils numériques, comment ils vont s'intégrer dans ce qu'ils ont déjà, dans l'existant, dans les outils existants, dans les non-outils existants. Des fois, une feuille de papier, c'est plus efficace qu'une application. Une fois qu'on a ça, après, il y a de l'UI design, parce qu'aujourd'hui, je fais quand même beaucoup, 90% de mon travail, c'est quand même de produire des écrans, des UI avec des écrans, faut pas se leurrer. Même si, voilà, il y a beaucoup de choses, l'UX, c'est pas que ça, mais à la fin, on est quand même beaucoup là-dessus. Et du coup, par contre, moi, les focus que je vais avoir, c'est sur tout ce qui est hiérarchie, ergonomie, consistance, et en effet, cerise sur le gâteau, joli, parce que c'est cool, parce que j'aime bien ça, mais c'est vraiment la dernière brique. Et enfin, tout ça, je vais essayer de le mettre en mouvement avec du prototypage, principalement sur Figma, parce qu'entre deux écrans statiques et la transition entre deux écrans, des fois on se rend compte de choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que juste des écrans statiques. Voilà les 4 grands pans finalement de mon job, et ça en boucle, à chaque coup, en boucle plusieurs fois, pour réussir à obtenir des interfaces un peu utilisables. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Moi, je veux optimiser toutes ces étapes-là pour avoir quoi? Pour avoir des itérations très rapides. Plus je vais avoir des itérations rapides, plus je vais pouvoir tester des choses. Et en design,
c'est plus important de tester des choses que vraiment apporter la solution ultime. Il faut tester plein de choses. On ne peut pas vraiment arriver avec la bonne solution, déjà parce qu'on n'est pas l'utilisateur, parce qu'il y a la barrière du langage des fois et on ne se comprend pas, etc. Donc itérer très vite, c'est vraiment mon objectif. Du coup, ça tombe bien, parce que moi je suis sur les réseaux, j'utilise principalement X, Twitter, des fois un peu LinkedIn. Et pour le coup, bah, c'est cool parce que bah en fait, ça a l'air d'être, j'ai l'air d'être à la préhistoire avec mon Figma. Franchement, quand je regarde les réseaux, faut pas utiliser Figma, il n'y a aucune raison d'utiliser Figma. Franchement, tous les outils de productivité pour faire de l'UI, etc., c'est avec de l'AI. Vraiment, commencer from scratch sans passer par l'IA, c'est vraiment, t'es à l'âge de Cro-Magnon. Et puis de toute façon, si tu n'y arrives pas, c'est un skill issue. Moi, je suis un peu bête, mais pas trop. Je me dis, bon, c'est comme quand au début j'ai commencé, je faisais des UI sur Photoshop. À un moment, il y a d'autres outils, il y a Sketch qui est arrivé, des choses comme ça, et on se rend bien compte que Photoshop, bah, c'est plus l'outil. En effet, c'est l'outil de la préhistoire. Puis après Sketch, il y a eu XD, même si on n'est pas vraiment passé dessus, enfin j'ai joué avec, etc. Et il y a Figma, et en effet, rester sur Sketch à l'époque, maintenant, même s'ils reviennent un tout petit peu, mais bon, Figma a quand même cassé le jeu. Bah, en vrai, rester sur Sketch à l'époque, c'était vraiment rester à la préhistoire par rapport à Figma, où justement on pouvait plus facilement collaborer avec les développeurs et compagnie. Donc bah, je ne suis pas plus bête qu'un autre, hein. À un moment je me dis je vais aller regarder un peu ce qui se fait. Puis là on me vend la vitesse de l'IA. Vous avez peut-être lu rapide, c'est pas marqué, c'est marqué vitesse de l'IA. Si l'IA c'est rapide, si l'IA c'est lent, c'est pas marqué que c'est rapide, attention. Ouais mais bon c'est fait en quelques secondes. Alors des secondes ça peut être beaucoup de secondes, donc restons prudents. Bon bah instantanément, à un moment, c'est vraiment, ça se fait vite quoi. Passer sur Figma, c'est vraiment une perte de temps. Et un peu dans ces explorations de choses, j'ai détecté qu'il y avait vraiment deux grosses catégories de tools. Les premiers qui se vendaient comme les remplacements pour le code, pour faire de l'UI vraiment, et qui produit du code qui veut limite partir en production. Donc vraiment, je mets mon idée, j'obtiens une application fonctionnelle. Ça c'est les premiers. Et les deuxièmes, qui se vendent un peu plus, non, bien c'est pour le designer, le but c'est pas faire du code en production, mais c'est de vraiment aider à fluidifier notre process pour arriver à des interfaces ergonomiques. Alors, on va tester un truc, voilà, je vais pas le faire en live parce que, spoiler alert, c'est pas très rapide. Je vous ai mis le prompt, vous n'avez pas besoin de le lire, c'est juste pour la science, au moins on a tous le même prompt, si jamais. Du coup, je vous le fais en rapide. L'idée, c'est de créer une application mobile où je peux prendre en photo des objets et dire à qui je les ai prêtés, en très très rapide. Je lui ai dit, il y a des trucs que tu peux faire ou pas. Et aussi, on m'a dit, sur des choses, on m'a dit, ouais, mais si tu prompts directement, en fait, tu vas pas avoir de bons résultats. La bonne technique, c'est de refine ton prompt dans un LLM type ChatGPT. Donc ça, je l'ai fait. J'ai pas eu des résultats plus probants. Du coup, j'ai rajouté un truc en me disant j'étais trop intelligent. Je lui ai mis à la fin, bah, si tu as besoin de plus d'infos, demande-moi. Parce que c'est ce que je ferais naturellement si je donnais un travail à quelqu'un. Je te donne les infos que je juge essentielles. Et si toi, tu as besoin de plus d'infos, bah, demande quoi. Enfin, on discute. Donc, je l'ai fait dans pas mal de tools. Je ne vais pas tous vous les mettre parce que c'est un peu long. Et du coup, on va commencer par les outils qui font du code. Donc, Figma Make. Contrairement à ce que dit Figma, c'est pas pour faire des fichiers Figma, hein, c'est vraiment pour produire du code. Voilà, mais c'est un outil de Figma, ça tombe bien parce que du coup, comme on paye la licence Figma, on peut l'utiliser. Du coup, il a pris à peu près 2 minutes pour faire ça, et il m'a pas posé de questions. Le résultat, pour moi, n'est pas exceptionnel, mais pour un premier jet, j'ai envie de dire, c'est ok, on pourrait travailler là-dessus. J'ai généré une deuxième fois, il a repris encore 2 minutes, il m'a toujours pas posé de questions, puis il a généré une autre façon de faire. Pourquoi pas? Mais vous allez voir, analysez pas vraiment les détails, il y a plein de problèmes, mais c'est pas ça mon problème. C'est pas les petits problèmes d'ergonomie, les petits problèmes du X, c'est pas ça mon problème. Après j'ai ces bol.new en version gratuite, donc j'ai cramé tous mes tokens en un seul prompt. Ça a à peu près 5 minutes, donc un peu plus long, donc avec un peu plus de réflexion, et il m'a posé des questions. Alors moi j'étais content. Jusqu'à quand je me rends compte que les questions, c'est me demander si je fais du local storage, de la database, des trucs très techniques, alors qu'on ne savait toujours pas, il avait l'air de pas exactement savoir ce que je veux, etc. Bon. Et encore une fois, là, vous allez me dire, ouais, franchement, Yvan, t'abuses 5 minutes pour arriver à ça, c'est trop bien, quoi. Oui, mais là, mon problème, c'est 2% de mes problèmes classiques. Enfin, et en plus, moi, je trouve qu'il y a des soucis en tant qu'expert, mais limite, c'est pas, on va voir, vraiment, mon problème, il n'est pas là.
J'ai essayé V0, il m'a fait du dark mode sur ces itérations-là. Les itérations que j'ai fait avant, il ne le faisait pas, mais voilà. Lui, il m'a posé des questions une fois, il fait 5 minutes. À chaque coup, imaginez que c'est vraiment une nouvelle conversation. Là, il a fait 3 minutes et là, il ne m'a pas posé de questions. Globalement, on est tous un peu sur le même schéma. En fait, sur les outils qui font du code, déjà, c'est pas si rapide que ça. Parce que 2-5 minutes, en vrai, vous allez dire, mais c'est super rapide pour produire tout ça. Mais déjà, on n'est pas à la seconde. Vous allez me dire, Yvan, t'es relou, quoi. Franchement, tu ferais pas ça en 1 heure. Ok. Du coup, en plus, là, le prompt, il est plutôt verbeux parce que j'ai fait plusieurs tests déjà pour avoir un truc qui. Parce que sinon, vraiment, c'était beaucoup plus éclaté que ça. Et on est sur un problème que je suis capable d'expliquer là en 3 secondes. Tous les problèmes que j'ai à résoudre, ils s'expliquent pas, et des fois ils s'expliquent pas en plusieurs heures. C'est-à-dire qu'il faut des. Donc là, vous voyez déjà que s'il faut que j'arrive à faire le prompt parfait pour arriver à un truc, bon. Mais le problème, il n'est pas là, en fait. Mon problème, il n'est pas là. La première itération, elle pourrait limite prendre une demi-heure que je m'en moquerais. Elle pourrait prendre 1 heure que je m'en moquerais. C'est vraiment pas le problème. La première itération, en fait, elle pourrait prendre vraiment, limite, elle prendrait une journée, je le lance, je reviens une journée après, ma première itération. C'est pas ça. Moi, ce qui m'embête, c'est les itérations suivantes. Parce que les itérations suivantes, elles prennent le même temps, 2 à 5 minutes. Alors, ça paraît pas long, 2 à 5 minutes, je vous assure que en 1 heure, vous faites pas tant d'itérations que ça. Et quand je dis d'itération, des fois, c'est changer un wording, changer juste une petite info. C'est pas juste. Et du coup, là, ça pose un vrai problème parce que mes itérations, elles sont plus rapides. Donc, la première itération, elle soit rapide, lente. Si elle est rapide, c'est cool. Si elle est lente, c'est pas vraiment un problème. Moi, c'est les itérations d'après. Et surtout, comme c'est lent, pourquoi? Parce que ça essaie de produire du code qui fonctionne. Spoiler alert, en plus, ça fonctionne pas tout le temps. Mais ça essaie de produire du code qui fonctionne, donc il y a plein de problématiques. Et c'est la même raison pourquoi je sais coder et pourquoi je ne vais pas itérer en design dans le code, sauf des fois je le fais si c'est simple ou si j'ai pas des attentes élevées, mais si c'est compliqué, en fait, c'est pas le bon tool, quoi. Parce qu'en fait, dans ce problème-là, moi, je m'en fous du code complètement. En tant que UX, je m'en moque du code. Donc peut-être que ça résout des problèmes pour d'autres, mais pour moi, ça résout pas. Parce que le code, il sera pas utilisé en production, parce que je vais pas, voilà, c'est pas dans les. Pour faire une petite table perso, oui. Pour faire des gros trucs, non, pas spécialement. Et surtout, c'est pas le problème que j'essaie de résoudre. Moi, j'essaye pas de faire un truc qui fonctionne, j'essaye de projeter une idée à un truc, d'essayer de montrer des choses rapidement aux utilisateurs pour savoir que je suis sur la bonne direction. Et surtout, amusez-vous au debug, parce que du coup, quand ça marche pas, alors j'ai Pull Record, je sais plus lequel, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup pendant une période en parallèle, mais il y en a même un moment, le drop-down ne marchait toujours pas, et il a réussi à me sortir une page avec 3 drop-down et me dire, bon, lequel fonctionne, parce que et il y en avait 2 qui fonctionnaient pas, un qui fonctionnait pour que lui comprenne. Donc c'était très marrant, mais moi j'étais dans un truc où, en fait, j'essayais pas de faire une app qui fonctionne, moi j'essayais de trouver un truc, donc passer, là pour le coup, à 3-4 itérations, un coup de 2 à 5 minutes, on est bien sur la 20 minutes, une demi-heure pour faire un drop-down fonctionne. Et là, on n'est pas du tout bon. Et du coup, ça c'est relou. Et en plus, quand des fois vous essayez de corriger un bug, du coup, comme le langage naturel est un peu... Des fois, c'est pas très clair ce que vous dites. Surtout moi, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est un skill issue, comme diraient certains. Mais des fois, en fait, on met une petite formulation qui fait comprendre autre chose, et du coup, on commence à modifier un autre bout de l'application. Des fois, en s'en rendant compte, ça va. Des fois, sans s'en rendre compte, et du coup, à la fin, on est dans un espèce de truc où on s'en sort plus, et on est en train de débugger un truc, et se rendre compte qu'à la base, on n'était même pas venu pour ça. Du coup, c'est bien, ça fait des excuses pour les développeurs. Avant, on pouvait compiler. Maintenant, on peut dire que c'est bon, c'est l'IA qui est en train de fixer ses erreurs et on peut continuer à jouer à l'épée sur des chaises roulantes. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Du coup, je me dis, bon, en même temps, c'est logique. Tu vas sur des tools qui ne sont pas faits pour toi, et qui sont faits soit pour des créateurs qui n'ont vraiment aucune skill dans rien, et je me dis, ou pour faire du code, et moi, mon objectif, c'est pas faire du code. Donc, c'est peut-être le mauvais tool. Du coup, j'ai essayé les tools plus orientés designer. Alors, c'est Magic Pass. Ça a pris à peu près 4 minutes, vous avez ma tête parce qu'il a mis la caméra, parce que ça marchait la caméra. Je m'en foutais que ça marchait, mais c'est cool. Et il m'a pas posé de questions. Et spoiler alert, derrière c'était le même code. Après, il y en a un autre. Je vais mettre un disclaimer là-dessus. Je n'ai pas rentré la carte bleue sur ce tool-là, et il y avait des outils qui étaient derrière des paywalls. Donc peut-être que ce tool-là répond des fois aux problématiques que j'avais. En tout cas, il ne me l'a pas assez vendu. Peut-être que je suis vieux, aigri, j'en sais rien. Mais voilà, il a produit... Je lui ai demandé de faire du wireframe. Donc déjà, il y a une démarche qui est un petit peu mieux. Et il a mis 3 minutes. Il ne m'a pas posé de questions. Et il a produit une interface qui se défend. Par contre, la modification est
assez complexe, mais un peu possible. Mais derrière, c'est bien du code. Hein. Si vous le voyez par le 3 backtick HTML, parce que c'est dur de parser du, du Markdown, en haut, bah voilà. Et du coup, on est quand même sur un truc où on sent que ça veut aller un peu plus, mais derrière, en fait, on génère des sites en HTML, etc., qui sont fonctionnels. Donc, j'ai à peu près le même feeling que sur les autres, c'est juste qu'il y a un peu plus de fleuriture autour pour me le vendre en tant que designer, mais j'ai pas senti que c'était plus rapide. Et chaque itération, pareil, on parle de 2-3 minutes. Il y a eu Wizard qui a pris 3 minutes, pareil, aucune question. Alors pour des outils du X, franchement, ça m'a un peu déçu, mais aucune question. Et lui, c'est vraiment le stagiaire où tu lui dis de faire un truc, il revient au bout de la première journée et il dit regarde, j'ai tout fini, c'est trop bien. Il a fait plein de trucs, plein de features que je lui ai pas demandé. J'ai rien touché à droite, hein. Tout est décalé. Il a un avantage, c'est qu'on peut tout éditer dans le Canva. Mais quand je dis éditer, c'est que tout est éditable. C'est-à-dire que les petites piles bleues, elles sont séparées du texte, etc. Donc vraiment, si vous éditez, c'est vraiment du Photoshop-like, quoi. Donc pareil, c'est pas comme ça en fait que je fonctionne. Parce que du coup, ok, déjà c'est toujours un peu lent avec ces itérations, etc. Moi, c'est trop lent en fait sur les itérations. Ça produit des choses génériques, mais ça, limite, le côté générique me dérange pas, mais par contre avec plein d'erreurs de junior. Et le problème, c'est que du coup, comme ça fait, là, on est sur un petit scope, un microscope. On parle de 3-4 écrans, voilà. Quand on est sur des gros trucs et que ça nous pompe plein de trucs, si on doit passer notre temps à aller corriger toutes les erreurs, en fait, bah, autant le faire moi-même, parce que je ne vais pas présenter ça à un client. Et surtout, ça se focus beaucoup sur l'UI et pas sur l'UX. Sur l'UX, en fait, pour moi, c'est plus se poser des questions. On va souvent poser une dizaine de questions avant d'arriver à une réponse. Alors que là, du coup, ça essaie vraiment de répondre, quoi. C'est vraiment le délire, c'est je t'ai posé une question, tu dois me répondre. Et en même temps, les tools sont prévus sont de base comme ça. Et comme du coup, ça manque beaucoup de contexte et que ça ne me le demande pas, bah, du coup, ça peut partir vite n'importe où. Et les itérations, donc, comme je disais, sont lentes. Il y a très peu d'usage de composants, il y en a quelques-uns qui essayent, mais c'est assez compliqué. Il y a très peu de variables, donc vraiment c'est des codes en dur, etc. Donc pour du one-shot, c'est très bien. Pour de l'itération, bah, c'est pour ça que sur Figma, on a des variables, des composants, des choses comme ça. Et même dans le code d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de free edit, en tout cas pas à la Figma, c'est-à-dire que l'outil le plus proche en fait c'est HTML2Design sur Figma qui du coup quand on prend HTML au moins il nous donne une structure avec des choses éditables avec de l'auto-layout. Ça, si on arrivait à ce niveau-là, alors sur Figma Make on peut faire toute notre génération puis prendre chaque écran et le remettre dans Figma parce qu'il y a un petit bouton maintenant sur la version payante, mais vraiment j'ai l'impression enfin voilà, c'est pas rapide. Et surtout, derrière, la plupart des tools, en fait, génèrent du code, parce que c'est comme ça qu'ils sont plus efficaces aujourd'hui, ils génèrent du code, et du coup, on tombe un peu dans les mêmes problématiques. Du coup, en vrai, ok, mais moi, comment je fonctionne? Pourquoi ça marche pas, en fait? Parce que, comment j'essaye? Donc, si on prend le même projet, en fait, je vais commencer par faire des ateliers avec les utilisateurs. Bon, là, c'est le projet tellement petit, donc c'était avec moi-même. Bonjour, enchanté. Obama qui met sa propre médaille. Mais du coup, en gros, j'ai tableau blanc, tableau virtuel, ça va dépendre. Quelques post-it ou pas de post-it, peu importe, des notes, des choses un peu chaotiques, ou sur lesquelles on va essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui est l'essence, quel est le truc. Et une fois que j'ai ça, bizarrement, je ne vais pas aller directement faire le truc. Je vais commencer par faire un zoning. Donc vraiment me dire, ok, il va y avoir ces écrans-là, ces fonctionnalités-là, et je m'en moque d'être précis. Là, ce que je veux, c'est la big picture. Commencer à réfléchir, parce qu'en fait, ça va activer mon cerveau, et je vais être dans cette phase de choses. Et déplacer un rectangle, je peux le faire tout en continuant à réfléchir. Si je dois déplacer un rectangle sur un écran et que ça prend 2 minutes, c'est trop long en fait. Mon cerveau, il est déjà passé à autre chose. Voilà, après, je parle vite. Que c'est ça le problème aussi, du coup, peut-être il y a peut-être un autre problème. Ça, certaines personnes peut-être diront. Voilà. Mais une fois que j'ai fait ça, et surtout, je peux échanger avec des utilisateurs ou avec les gens avec qui j'ai récolté le besoin pour qu'on soit aligné. Parce que le langage, quand on parle, des fois, on dit la même chose, mais on ne comprend pas du tout la même. En passant par le visuel, ça permet de s'aligner. Après, une fois du coup que j'ai ces grandes zones, je vais passer au wireframe, affiner. Je ne vais pas réfléchir au joli, mais je vais essayer de mettre des vraies données, réfléchir aux problématiques, etc. Rentrer un peu plus dans le détail. Et une fois que j'ai fait tout ce wireframe, donc en prototype, donc je peux tester déjà un peu l'application en se projetant, bien sûr. C'est pas des vraies données, c'est pas des vraies choses, mais ça, je peux le faire très rapidement. Et puis là, après, du coup, je peux penser design system, faire du joli, des couleurs, des composants, des choses comme ça. Et à la fin,
je peux faire une application avec un truc voilà, qu'on juge joli ou pas joli, de toute façon c'est subjectif, mais voilà. Et on voit même entre le wireframe et la haute fidélité, il y a des petits ajustements, même dans les fonctionnalités et les choses, parce qu'en fait le projet il attend de mûrir, il attend de réfléchir. Et là, à peu près, sur produire ça, parce que j'étais voilà, on est en moins d'1 heure, sachant que j'ai passé du temps à voir comment je faisais pour transférer mes trucs dans les slides pour pas galérer si j'avais besoin de changer un truc. Encore une fois, les itérations. Mais voilà, alors oui, 1 heure versus 2 minutes, vous allez me dire, bah, t'es dépassé. Ouais, mais en fait, j'ai pas passé 1 heure à faire mon premier jet. Mon premier jet, il était fait là, en l'occurrence, j'ai pris l'iPad pour décider mes trucs, ça m'a pris moins de 2 minutes. Ça m'a pris vraiment 30 secondes, j'ai fait mes carrés, j'ai réfléchi à mon truc, j'ai discuté avec moi-même. En atelier client, ça aurait peut-être pris 1 heure, mais j'aurais pris beaucoup de choses, quoique l'application étant tellement simple que le 1 heure, je pense qu'il est gros. Mais au moins, j'aurais su vraiment et commencer à dialoguer, à réfléchir. Là, j'ai réfléchi avec moi-même, donc c'est un autre problème, mais c'est pour le but de l'exercice. Mais pour les autres projets, à la base, j'avais mis un vrai projet, mais on m'a dit oui, mais tu compares cette application-là dans les LLM et puis tu mets une autre application dans cet exemple-là. Donc j'ai pris un vrai exemple, en mode le même exemple, en mode comment ça pourrait donner en mode réflexion. Et on voit bien que ces itérations, en fait, à mon jugement, vous en jugez ou pas, produisent de la valeur, puisque du coup, on a vraiment une évolution de la réflexion au fur et à mesure. Voilà. Et qu'est-ce que l'IA fonctionne, enfin, dans les outils qu'on nous propose, en fait, bah, tu fais ton prompt, on pourrait imaginer que ça vient d'un workshop, donc j'aurais pu garder le workshop actif, et à partir de ça, bim, tu me produis le High Fidelity Prototype. Sauf qu'en fait, pour moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut y aller étape par étape, petit bout par petit bout et de façon itérative. Et c'est pour ça que tous les outils que j'ai présentés, en fait, ne me correspondent pas parce qu'elles essayent de rusher la réponse plutôt que se poser des questions. Du coup, la conclusion, c'est que j'utilise pas d'IA, je suis juste un vieux con, blablabla, tout ça, j'ai compris. Bah si, en fait, j'utilise beaucoup plus, par contre, en tant que reviewer qu'en tant que builder. Et ça, du coup, par exemple, bah, ça c'est pratique parce que du coup, avec un LLM, ChatGPT, Mistral, ce que vous voulez, le chat là, voilà, vous pouvez facilement lui demander des reviews. C'est très rapide parce qu'il n'a pas besoin de générer de code, d'images, etc. Donc vous lui mettez un screenshot, il vous dit tout de suite. Les takes sont c'est plutôt moyen, mais c'est pas grave parce que comme ça prend très rapide, c'est moyen, c'est pas gênant. Je prends pas tout comme c'est un expert, je reste l'expert dans la situation, moi je reste le truc. Par contre, s'il y a des trucs, soit j'y ai pas pensé, j'ai oublié, j'ai machin, ça me donne des pistes. C'est cool, c'est pas cher pour le coup, c'est un seul tool qui est. Voilà, j'ai pas besoin de payer un tool pour l'UX, un tool pour mon code, un tool pour mon truc. Là, j'ai un truc qui est un peu générique. Aujourd'hui, je trouve ça plus pertinent. Et voilà, faut pas le croire. Comme tous les IA, faut pas le croire, mais comme un collègue, vous allez montrer votre prototype à un collègue qui n'est pas l'utilisateur et autres, il va vous dire ah ben ça j'aurais bien vu plutôt comme ça, et après c'est à vous de vous dire ah ouais c'est pas bête, c'est une connerie, t'as pas le contexte, voilà, mais c'est à moi de faire la part des choses. Et comme c'est rapide, voilà, ça me permet d'avoir un feedback. Du coup, comment j'utilise? On utilise ChatGPT principalement, mais vous pouvez le LLM de votre choix, je pense que le concept est le même. Bah, comme j'interviens dans beaucoup de domaines métiers différents, que ce soit la banque, l'assurance, des applications pour des recettes pour bébés, de tout ce qui va être du trading, etc. Bah, en fait, il y a des termes que je ne connais pas, des concepts que je ne connais pas, donc je vais pouvoir trouver les langages du domaine, puisqu'en général, elles sont entraînées quand même sur beaucoup de données, et du coup, si je lui donne le domaine, elle va être capable de me donner des choses. Et c'est pas grave si c'est pas exact, parce que de toute façon, j'ai des utilisateurs qui vont me dire après si c'est bon ou pas bon. Mais c'est mieux que juste mettre lorem ipsum parce que j'avais vraiment aucune idée. C'est bon aussi pour poser des questions sur le domaine. Pareil, ça sera peut-être faux, mais ça sera plus pertinent si je demande une information de trading à un LLM que si moi, je la sors de n'importe où, puisque je ne suis absolument pas ça. C'est bon avec les mots, je trouve, c'est quand même la base. Surtout que je suis mauvais avec les mots. Du coup, comme c'est average, c'est meilleur que moi. Du coup, ça me permet, pour des wordings, pour des choses comme ça, d'avoir beaucoup, d'étirer très rapidement, alors c'est du texte, et d'avoir beaucoup de variations, et des fois de me donner les bonnes idées. Ça permet de review du design, rapidement, avec des screenshots. Ça permet de donner du feedback à d'autres de façon un peu plus explicite, quand on n'a pas trop le temps d'expliquer le pourquoi. Et aussi, ça permet de s'occuper de toute l'autre partie où on s'en fout, c'est-à-dire d'écrire des beaux mails, sur les audits, d'écrire des belles phrases, etc. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est que tes images, elles sont pas cliquables. Bon, voilà, ça permet d'être un peu plus politiquement correct, mais de se focus toujours sur les bonnes choses. Ça, je pense que vous connaissez. Je vous invente rien. Je vous apprends rien. Du coup, par exemple, voilà, on fait un petit screenshot, on balance dans le LLM. En
quelques secondes, là, pour le coup, ça me donne des feedbacks qui sont pas forcément justes, que je juge pas forcément justes, les deux premiers. Un qui est pas bête, finalement, on avait un continue with email plutôt que sign in, etc., plutôt que login with email, qui en plus je peux changer login, sign in, etc. Voilà, petit tips, hop, je peux améliorer mon truc. C'est cool. Et deux trucs où je l'ai bien pensé, parce que je lui ai donné qu'un screenshot, donc penser aux erreurs, les états d'erreur, les états de loading, je lui ai donné qu'un état, donc il ne pouvait pas voir les autres, mais il m'y a fait penser, en l'occurrence c'était bien géré. Et l'accessibilité aussi, c'était bien géré là, ce cas-là, mais au moins il m'a essayé de m'y faire penser. Donc des fois ça peut vraiment faire des rails comme sur les autoroutes, là, hop, petit rail de sécurité, c'est pratique. Du coup j'utilise beaucoup comme un reviewer et pas vraiment comme un builder. Et ça en design, mais pas que en design. En code, j'aime pas moi tout ce qui est l'auto-suggest, etc., enfin l'autocomplete et compagnie. Par contre, avoir un code Rabbit par exemple, donc qui va review les PR et qui va donner des choses, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que du coup, comme un collègue, des fois il peut raconter des grosses conneries, mais des fois il catch des bonnes petites erreurs. Et du coup, ça me bloque pas dans mon flow créatif, mais ça vient me donner des petits indices en fin de truc. Mais bon, soyons honnêtes, je suis juste vieux, j'ai pas envie de changer, etc. Mais de toute façon, en vrai, à quoi ça sert un UX designer dans le monde de demain où vraiment l'IA sera plus à même, à quoi ça sert de produire des sites internet, des UI, etc. si c'est pas une UI, si c'est pas un humain qui va dessus, quoi. Ton UX, ton user, c'est pas lui qui va dessus, donc à quoi ça sert? Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une UI quand en fait l'IA peut parler et faire des choses à notre place? Franchement, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de passer des heures et des heures à faire une jolie interface UX si personne va dessus en fait? C'est qu'un robot qui, pour le coup, l'UX, ça peut être un gros fichier Markdown de 15 km de long et ça va être pareil. Bon, sauf le contexte des tokens et compagnie, mais imaginons-nous un peu plus loin à ce coup-là. Parce que bon, honnêtement, dans un text-based chat, je dis pas qu'il n'y a pas d'UI. Mais bon, est-ce qu'il y a des designers aujourd'hui qui designent des navigateurs Internet? Pas tant que ça. Alors oui, il y a besoin de designers pour faire des navigateurs Internet, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous. Pareil, il faut designer un chat, certes, mais ça ne va pas être la majorité d'entre nous. Pareil pour les interfaces vocales. Voilà, certes, il y a besoin de designer cette interface vocale-là, mais une fois qu'elle est là, il n'y a plus besoin de designer. Et je ne vous parle même pas quand ChatGPT, là où tous les autres, il y a DIA et compagnie, j'ai pris celui de GPT Atlas, un navigateur qui va naviguer pour moi, faire les actions pour moi. Donc moi, je ne vais même plus aller sur le site, sur l'application. Du coup, à quoi ça sert un UI? Là, voilà, je suis dans Atlas, donc j'ai le chat-base classique, mais j'ai aussi du coup le vas-y, réserve-moi un ticket pour Kuala Lumpur. Donc moi, on voit que je suis un humain parce que je ne sais pas taper. Mais du coup, sinon, voilà, là, on a la partie à gauche toujours du site. Mais imaginez 2 secondes que 1, c'est 10 fois plus rapide, parce que c'est toujours lent, et que vous n'avez pas la partie de gauche. En vrai, là, c'est lent. On peut faire des petites pauses, etc. C'est ça. Moi, c'est mon expérience avec l'IA en général, c'est que j'ai le temps d'aller prendre un café. Donc maintenant, je me suis limité au nombre de cafés, sinon après, j'avais des problèmes. Mais du coup, là, c'est juste que c'est lent. Mais maintenant, en fait, on ne va pas penser à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est lent, mais bon, on voit que c'est exponentiel, donc on imagine dans 1 an, 2 ans, 3 ans, que c'est plus rapide. Et bien en fait, la partie de droite suffit. À quoi sert la partie de gauche si en fait ça fait tout? Donc là, il s'est bloqué là, je ne lui ai pas encore donné mes infos. Après, je lui ai donné la carte bleue de Stripe 42, 42, 42, mais il a quand même détecté qu'il me fallait donner une carte valide, etc. Et on peut penser plus loin. Spoiler, enfin, petit disclaimer, l'utilisez pas avec des données personnelles, je vous le déconseille. Le prompt injection dans les navigateurs, ça va être un grand art. Si vous voulez vous faire voler toutes vos données personnelles, je vous conseille de l'utiliser à foison en connectant tous vos comptes dessus. Si vous voulez tester, c'est marrant. Pour faire des petits audits des fois de site, c'est marrant aussi, parce que du coup, il peut naviguer, etc. Ça marche pas trop mal, ça donne des trucs assez moyens, mais ça peut donner des bons trucs. Mais je vous déconseille d'utiliser avec vos données personnelles, vos comptes Docker, etc. Du coup, bah, franchement, l'UI is dead, et même si les UX designers, c'est pas que l'UI, il faut pas se leurrer, aujourd'hui, mon job, c'est quand même faire des UI, quoi. Donc, est-ce que, bah, ouais, ils auraient pas un peu raison, quoi. Après, ChatGPT, ça me fait vraiment penser à un truc tout bête, c'est le terminal. Alors, les terminals, c'est voilà, on peut faire des apps un peu plus jolies, la rendre plus fancy, etc. C'est ce que, voilà, tous les concurrents essaient de mettre des petits drop-downs à droite, à gauche pour... Voilà, mais c'est pas non plus révolutionnaire.
Après, moi, là c'est moi, pour faire du Git par exemple, j'utilise une interface plus poussée. Donc on pourrait se dire, ah, bah, pourquoi tu as déjà une interface textuelle, pourquoi tu as besoin d'une interface graphique? Peut-être pas utile. Mais peut-être que du coup, il y a peut-être un petit truc. Par contre, dans le cas d'un voice-based chat, bon bah voilà, un voice-based chat, à un moment, il n'y a pas de révolution. Enfin, on va pas révolutionner le game tous les 2 jours. Sauf que, maintenant, si je vous le fais au vocal, vous avez déjà appelé un truc téléphonique où on vous dit appuyez 1 pour tel truc, 2 pour tel truc, 3 pour tel... Vous savez exactement ce que vous voulez faire, mais vous devez attendre que la personne ait terminé. Alors là, c'est pareil. Du coup, tu as un lift classique à 11,99 qui part à 5h50 si tu pick up dans 2 minutes. Sinon, tu pourrais prendre un city bike parce que vu que tu n'es pas loin et que tu es un peu con pour faire un trajet aussi court, tu pourrais quand même faire ça pour 4 $. Sinon, il y a un lift XL, donc c'est un peu plus cher, 4 etc., etc., etc. Et en fait, c'est lourd. Pourquoi? Et pareil, l'autre. Et là, je vous parle même pas d'écrire une interface comme ça. En fait, pour avoir beaucoup d'informations à la fois, en fait, c'est pas très agréable le voice-based ou même le text-based où c'est juste du texte. Parce que, bah en fait, là, on peut scanner beaucoup d'informations. Du coup, en fait, tout ce qui est langage naturel, en fait, c'est plutôt pas très bon pour l'output compliqué, pour tout ce qui est de l'affichage compliqué. Alors que, pour le coup, l'interface utilisateur, l'UI, le GUI, plutôt Graphic User Interface, parce que sinon, j'ai fait un raccourci pendant toute la conf, mais voilà, on parle tous de la même chose. Bah là, du coup, c'est un peu plus pertinent d'avoir une UI. Par contre, c'est vrai que peut-être, pour l'input, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que on en a beaucoup d'interfaces comme ça qui sont compliquées, mais qui n'ont pas vraiment le choix parce qu'il faut laisser toutes les possibilités. Et prenons l'exemple de Google Agenda. Bah, même si l'interface, on la connaît bien, elle est simple maintenant parce que c'est intégré, etc. En vrai, alors, faut répéter le nombre de semaines, voilà, répéter tel jour, puis ça termine à tel truc, etc. Enfin, voilà, là pour le coup, c'est vrai que le langage naturel a quelques petits avantages pour faire la même complexité. Parce que du coup, c'est vrai que pour ça, le langage naturel, alors j'ai fait, oui, le LLM, c'est pas que du langage naturel, blablabla, mais bon, je fais des grands raccourcis, mais je pense que vous l'avez. Enfin, du coup, c'est vrai que là, pour le coup, on peut lui décrire beaucoup de choses. Lui, il peut aller voir ce qui est possible et après nous donner nous recadrer. C'est vrai que pour ça, c'est un peu plus agréable. Pour tout ce qui est compliqué. Et pour le coup, une UI, quand il y a beaucoup de choix compliqués, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un peu plus complexe. Du coup, bah, comment on peut construire une UI dans le monde futur où l'AI vraiment fait tout, quoi. Alors, j'en ai aucune fucking idée. Demandez à l'IA, ça sera plus simple. Non, hors troll. Même si au passage, du coup j'ai fait review mes slides quand même par ChatGPT, qui m'a dit oui là c'est marrant mais c'est un petit peu abrupt, je pense que voilà après un long raisonnement je serai toi, je ferai peut-être pas cette vanne là. Sorry, je l'ai fait quand même, même si je pense qu'il y a 2 personnes qui ont rigolé, c'est pas grave. Pour moi, j'ai identifié 3 niveaux du UI. Enfin, en regardant des vidéos, etc. et autres aussi. Hein, je suis pas non plus, je suis pas tombé du ciel avec toutes les réponses. Je me suis aussi instruit un petit peu. Mais du coup, il y a quand même 3 niveaux qui sont aujourd'hui, enfin même hier, parce que je pense que le côté chatbot est inscrit chez tout le monde. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière de pouvoir avoir une IA avec qui on peut poser des questions. Je pense que c'est trop tard, si on considère comme ça. C'est comme un moteur de recherche et compagnie, je pense que ça restera. Après, ce sera peut-être plus du local, pas du local, plus payant, moins payant, etc. Mais on n'y reviendra pas. Et du coup, c'est quoi un chatbot? C'est, du coup, j'ai un input en natural language et j'ai un output en natural language. Voilà, c'est assez basique, jusque-là, voilà. Maintenant, si on peut penser au niveau 2, c'est tout ce qui est agent automatisé qui va faire finalement, qui va faire des choses à notre place. Et c'est ce qu'on peut commencer à voir aujourd'hui avec justement Atlas et autres, où du coup on va avoir un input en langage naturel, un output quand même en langage naturel, parce qu'aujourd'hui c'est quand même basé là-dessus, puis des fois c'est pratique pour discuter, mais avec une partie output, avec une UI, alors, et avec du coup dans ces navigateurs-là, et je pense que ça va beaucoup se démocratiser, c'est ce côté où utiliser toutes les UI qu'on a déjà, parce que quand même, ça permet d'avoir une transition pour 2 raisons. Bah en fait, une, ça existe déjà, donc autant faire ça, et surtout, il y a des fois où l'IA va être bloquée quand même, comme dans les tests que j'ai fait, et au moins elle va être bloquée sur une chose où il y a une interface avec des informations que l'humain va pouvoir reprendre la main dessus. Donc ça lui permet de pallier en fait les endroits où l'IA finalement sait pas choisir, et du coup il y a une interface qu'un humain peut comprendre. Donc je pense que ça reste quand même pas mauvais pour ça.
Mais après, en vrai, il va y avoir le niveau 3, où en fait, les sites et les apps, c'est peut-être du legacy finalement. Et du coup, bah, là, on va parler de GenUI, donc pour l'UI généré à la volée, donc pioché, etc., à la volée par l'application, enfin par le chatbot. Du coup, on a plusieurs modes, c'est-à-dire un qu'on commence à voir déjà dans le ChatGPT en vrai et qui peut être poussé encore plus loin, c'est du coup de rajouter des blocs à des moments dans le flux. Donc ça, vous pouvez déjà le faire si vous développez des applications avec des chatbots, avec des choses comme AI, SDK, où en fait, du coup, on va pouvoir injecter des composants interactifs et des visuels et ou interactifs dans le flux, ce qui permet là pour la météo d'être un peu plus agréable pour un humain que d'écrire de façon markdown toutes les choses possibles, ou des choses plus complexes. Voilà un petit exemple, par exemple, sur un site que j'ai trouvé, du coup, où bah, je demande les maisons et ça me met des composants, du coup, vraiment, donc là, designés, pas un développeur, mais designés quand même, sur le visuel, parce que ça va être beaucoup mieux que d'écrire tout, que ça soit au texte ou à l'oral. Et après, on peut penser un tout petit peu plus loin, c'est d'avoir un chat sur le côté, et en fait, la droite, avoir un écran qui se met à jour en fonction des besoins, etc., avec des petits blocs UE indépendants. Et ça, pour le coup, vous pouvez déjà regarder un petit peu des choses. Alors, c'est très expérimental. C'est Contagious, donc Tejius, ouais, je sais plus, voilà, comme ça, qui l'a fait du coup à React Paris, qui est justement en jouant avec la ISDK, d'essayer d'avoir des choses un peu plus, voilà, pas juste du chat. Et il y a des expérimentations comme Hashbrown que j'ai pas testé. Je vais être honnête, je l'ai pas testé parce que voilà, là on parle vraiment de demain pour moi et c'est une vision. Mais que vous pouvez le faire en Angular, ne me demandez pas pourquoi, ou en React, et tester justement d'avoir ce côté UI générative. Et après, du coup, la version d'après, c'est du coup le vocal avec l'écran et des choses comme ça où, bah voilà, je vais pouvoir discuter et avoir un retour visuel. C'est déjà ce qu'on a un peu avec les Echo Dot, je crois, enfin c'est pas les Dot, enfin je sais plus lesquels, et les Google Home Nest, je sais pas quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vraiment de l'UI pur. Il n'y a pas de la génération, ça va pas aller piocher à la volée en fonction du truc. Mais on voit bien qu'on a essayé déjà cette expérimentation-là. La technologie n'était pas là, mais je pense que si la technologie revient, en vrai, ça devrait revenir facilement. Et du coup, ce qu'on va voir comme changement, je pense, et j'ai sûrement tort, mais peu importe, c'est que je pense qu'on va designer encore plus des blocs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, on pense un peu plus design system, etc. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Même avec tout ça, on pense par écran. Quelles que soient les personnes, même moi, même si je voudrais penser plus en briques Lego, à la fin, on pense en écran. Et je pense que ça, peut-être qu'on arrivera plus par fonctionnalité, par petits blocs, etc. On aura plus besoin pour que justement l'IA puisse aller piocher via MCP ou autres magnifiques termes, les bons éléments pour les afficher à l'utilisateur au bon moment. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour les designers dans ce monde-là? Parce que moi, je faisais ça dans le monde d'aujourd'hui, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire demain? Bah, je ne suis pas sûr que ça va vraiment changer, en fait, parce qu'il faudra toujours comprendre c'est quoi le besoin. Et aujourd'hui, bah, je vois pas, même avec des LLM compliqués, etc., en vrai, j'ai pas vu des façons d'aller vraiment chercher le besoin, parce que ça essaye de rusher la réponse et pas vraiment de poser des questions. Alors il y a plein de choses avec justement planifier, etc., avant d'exécuter et autres, donc il y a cette volonté-là, on le sent, et moi je trouve ça beaucoup mieux, mais on est encore au balbutiement. Faire des user flows, comprendre comment on va intégrer ces choses-là, à quel moment, etc., ça changera pas. Par contre, en effet, on fera moins de screens, je pense, et plus de micro-éléments interactifs que l'IA décidera ou pas d'afficher. Et par contre, on prototypera toujours parce que vu la volatilité des fois des réponses de l'IA, bah là, il va falloir prototyper encore plus, je pense, parce que ça sera encore moins prédictif. Donc je pense que le niveau de prototypage sera encore plus élevé. Et bien sûr, j'aurai sûrement faux sans aucun souci, mais moi, c'est ma vision. Et du coup, je pense que sur les autres tâches, pour l'instant, ça ne va pas vraiment changer la vision. Parce que pour moi, je ne pense pas que l'IA a tué le design. Je pense même l'inverse. Je pense que l'IA a besoin du design, justement, pour répondre les vraies problématiques, etc. et enlever l'effet côté waouh. Et du coup, essayons de designer des tools avec l'IA, parce que je ne suis pas contre l'IA, je suis même pour fluidifier, mais essayons de les penser pour un vrai usage, des vrais besoins, etc.
Et du coup, pour le watchline, oui, le QR code pour le jeu est à la fin. Et du coup, si vous connaissez des outils qui ne sont pas juste des outils marketing qui font l'effet sur Twitter et trop bien, et dès qu'on va les utiliser, en fait, sont 5 minutes waouh, et après, on déchante, bah, tweetez-les-moi, envoyez-les-moi, alors sur ça ou sur LinkedIn ou autre, mais parce que vraiment, je suis friand de trouver des outils. Je suis friand de trouver des outils vraiment pour améliorer ça, mais faut comprendre quel est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des itérations plus rapides et pas de rusher la réponse. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et on a du temps pour les questions parce que je parle à la fois d'eux. Merci Yvan. Ouais, effectivement, on a le temps pour les questions. Ouais. Tous ceux qui posent une petite question auront un petit sticker codeur en scène. Si je suis allé trop vite sur YouTube, vous pouvez faire x0,5 et ça devrait bien se passer, promis. Si vous êtes joueur, vous faites x2. Et en premium, vous pouvez aller jusqu'à x4. Merci beaucoup pour la conférence. Ouais. Je suis là. Merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question rapport au fait que les API, c'est fait pour être appelé par des serveurs, les interfaces, c'est fait pour être utilisé par des utilisateurs. Et si tu vas sur le site de Marmiton, tu as un petit peu les deux. Est-ce que tu penses qu'il y a les sites qui vont évoluer pour être accédés par des IA et qu'il y aura genre un content type, peut-être que ça existe déjà, content type pour être appelé par des IA, ou est-ce qu'il y a une norme qui va... Là, on va parler discussion de comptoir et vision, ma vision qui est sûrement fausse. Moi, mon rêve plutôt, parce que c'est qu'en fait, déjà, on puisse fournir à l'IA en effet un mode, mais limite c'est le mode intermédiaire, ça, le mode de navigation par IA. Non, c'est qu'on puisse lui fournir une API et dans l'API on lui dit ce qu'il est capable de faire et les composants UI, voilà, que tu peux afficher à ton utilisateur à l'instant T. Voilà. Donc par exemple, qu'est-ce que le Bear Studio fait ? Il va dessus, il regarde, il dit ok, voilà les listes des trucs, et pour chaque projet par exemple, il peut renvoyer des petites cartes avec l'affichage, etc. Enfin, du coup pour moi ma vision elle est plutôt là-dessus, même si elle se réalisera peut-être jamais, hein, mais c'est mon espoir. C'est en effet, je pense que faire des sites internet purs, en vrai, ça sert pas à grand chose. Enfin, si on analyse le truc, nous on a besoin de faire des tâches dans un outil rapide, etc. Par contre, avoir un côté plus ouvert finalement, mais en fait, si on considère c'est Google, on passe par Google pour arriver à notre site. Là, tu pourras passer par un Mistral, ce que tu veux, et, enfin le chat et compagnie. Et c'est juste que plutôt que d'ouvrir toute une page, charger tout un truc, tout un machin, etc., en vrai, pouvoir charger des petits bouts d'interface dans le flux, ou par exemple quand tu discutes avec un truc vocal, que ça puisse t'afficher des petits bouts sans avoir à recharger tout le site, à te retaper tous les trucs. Moi, logiquement, je trouve ça bien. Je pense qu'avant d'y arriver à ça, on a du temps. Mais je trouve ça plus logique que de tout le monde se retaper à faire une landing page, quoi. En vrai, alors oui, l'IA, maintenant, il arrive bien à faire des landing pages pour le coup. Mais pour le coup, cette partie-là, laissons l'IA faire parce que c'est pas très utile. Voilà. Enfin, moi, je trouve pas ça des plus utiles. Voilà. Ce qui est intéressant dans une landing page, finalement, c'est de comprendre rapidement à quoi sert le produit pour pouvoir l'utiliser. En vrai, un LLM, si je lui pose la question et qu'il est capable de me répondre bien, je préfère ça que de passer les animations pendant 3 heures d'une landing page où je comprends rien à ce qui se passe. Donc d'un point de vue purement UX, après côté Kiku, UI, joli et tout, moi j'aime bien, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Mais pour le côté efficacité, je suis pas sûr. Merci pour tout ça. On a parlé beaucoup de l'IA sur la phase de conception, mais sur la partie recherche où on fait des workshops ou des interviews avec les utilisateurs, qu'est-ce que tu penses justement des outils IA qui existent actuellement ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé de cette partie-là. Alors, parce que déjà, je voulais focus sur un truc. Mais du coup, moi, en fait, par exemple, si on prend un call Meet et qu'on fait du coup l'atelier sur Meet, on peut activer du coup la transcription, qui est un premier niveau, et le summarisation, etc. Ce qui est vraiment pareil. La première fois que j'ai activé, j'étais waouh, tu vois. J'étais en mode c'est trop bien, c'est trop génial, ça va trop révolutionner mon truc. Combien de fois après je l'ai utilisé ? 0 fois. 0 fois parce qu'en fait, pendant mon atelier, en fait, je vais passer par des post-it, par des notes, par des gribouillages. Et c'est ça, en fait, qui va me servir de canalisation, en fait, de la chose. Et en fait,
des fois, c'est pas ce qu'on dit qui est intéressant à summariser, c'est ce qu'on comprend en fait. Et du coup, tous ces outils-là vont juste analyser ce qu'on dit, mais malheureusement, en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par le non-dit, par la compréhension que j'ai des choses du métier, etc., par mon expérience. Et tout ça, du coup, c'est vrai que c'est assez creux, et en général, j'ai largement ce qu'il faut dans mes notes. Finalement, les fois où moi, ça va me servir, c'est vraiment où j'ai pas suivi. Mais si j'ai pas suivi, en vrai... c'est bon, j'ai pas bien fait mon job, donc c'est pas quelques notes qui vont me sauver quoi. C'est donc pour le coup là-dessus. Après, pareil, faire plein de formulaires par exemple en quantité, et après en sortir des choses. Déjà, je vais être honnête, j'en fais pas tant que ça. Parce que je ne travaille pas sur des apps qui ont tout le temps des millions d'utilisateurs. Et des fois, en vrai, ça va plutôt tester une idée, puis là, regarder si les utilisateurs répondent bien et tout. Il y a des choses comme Maze, qui je vois font des trucs un peu plus AI, etc. J'ai pas testé parce que j'ai pas eu trop le use case. Ça veut pas dire, attention, comme j'ai expliqué, je suis un type de designer dans un type de contexte. J'ai pas dit que c'est pas utile. Là, j'ai vraiment dit mon retour dans mon workflow actuel. Donc, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Pareil, si vous avez des tools comme ça, justement, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Le transcript me paraissait une idée géniale et dans les faits, j'utilise pas. Enfin, pas juste le transcript, la résumé, parce que le transcript, on s'en fout, mais le résumé, voilà. Donc, je sais pas après si vous avez des tools que vous utilisez, je suis vraiment preneur. Mais finalement, juste discuter avec les gens et comprendre et prendre 3 notes. Enfin, moi, mes feuilles de notes, elles font pas 20 pages. Il y a 3 notes, mais c'est l'essentiel de ce que j'en ai sorti. J'ai pas besoin de tout le résumé de comment on est arrivé là, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, merci pour ta présentation. Moi, je voudrais revenir sur la manière d'itérer que tu as utilisée pour le modèle. Est-ce que tu as essayé de lui dire tes différentes étapes que tu as toi dans ton travail, ta manière de discuter? Tu discutes avec tes clients, ensuite tu fais une vulgarisation de l'app, une première vulgarisation de l'app, ensuite tu rajoutes de la data, ensuite tu essaies de faire quelque chose. Non, je ne l'ai pas fait. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Mais tu vas le décrire du coup au modèle, de lui demander plusieurs résultats qui correspondent à tes différentes étapes pour voir si lui il arrive à itérer dans ton sens. En fait là, je l'ai pas fait, donc honnête, je l'ai pas fait, à tester. Mon feeling, c'est que ça ne changera pas grand-chose. Parce que j'ai testé pas mal de choses et en fait, là, du coup, ça voudrait dire que je lui demande de créer des choses, etc. Après, il faudrait peut-être essayer dans un chat GPT, etc. Mais en général, du coup, il va vite se perdre. Enfin, dans toutes les fois où je lui ai demandé des choses, pour le coup, c'était plus sur d'autres sujets. Mais du coup, pour des choses, des illustrations, des choses comme ça, justement, à dialoguer, etc. et tout, c'est souvent très générique, il se perd un petit peu, il tourne un peu en rond. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça ne le ferait pas. Je vais être honnête, je ne l'ai pas testé, cette partie-là. Parce que je me dis qu'il y a une première itération de ce travail-là qui serait compliquée peut-être, où tu aurais beaucoup de prompts à générer et à dialoguer avec, mais après tu as une base où quand tu lances, ça te lance un rush et ça te fait tes 5 étapes, et tu reviens, tu itères sur toi tes étapes. Peut-être sur des agents, etc. Sauf que du coup, c'est vrai que c'est très long en vrai. Enfin, même pour le coup, quand je suis passé de Photoshop par exemple à Sketch, qui est vraiment 2 logiciels différents, en une semaine, c'était skip. Là, j'y ai passé pas mal de temps quand même. Et j'ai vraiment des résultats médiocres. Encore une fois, peut-être un skill issue, mais j'aimerais bien voir du coup les gens qui arrivent à faire. Parce que toutes les gens qui m'ont dit « Ah, c'est trop bien, j'ai fait », en fait, il y a des trucs en mode « Ah, j'ai tout fait avec des agents, etc. » Et tu te rends compte que la partie UX, elle n'était pas faite par des agents, donc tu es en mode « Ok ». Ou alors, des fois, c'est trop bien et tu regardes le résultat et tu fais « Ouais, mais là, moi, je passe 2 heures à réfléchir et on fait un truc mieux, quoi. » Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de résultat et du coup, j'ai peut-être pas assez investi, peut-être. C'est ce que tout Twitter me dit. Mais je l'ai pas. Mais si toi ou quelqu'un a le truc en mode démo, etc., à tester et tout, je suis carrément chaud. Mais aujourd'hui, mon principal problème, c'est que de toute façon, c'est lent en fait. C'est que même si tu arrives à faire les mêmes étapes, c'est que c'est lent. C'est-à-dire que moi, faire le zoning, pour le coup, là, dans mon exemple, mon zoning, il m'a littéralement pris là, moins d'1 minute. Le zoning, c'était pas compliqué. Ce qui m'a pris un peu plus de temps, c'est le wireframe, un peu l'atelier avant, etc. Mais le zoning, par exemple. Donc, si je dois le faire via de l'IA, alors du coup, je pourrais le faire dans Figma et lui balancer le zoning. Sauf qu'en fait, on voit qu'entre le zoning que j'ai fait et le wireframe, en fait, il y a déjà des choses que j'ai changées. Sauf que du coup, si je lui donne un zoning, lui, il va dire, ok, ça c'est la vérité, donc il va partir là-dessus. Et pour l'instant, en fait, j'ai beaucoup de ça. Mais encore une fois, comme je le dis,
vraiment, si vous avez des trucs qui fonctionnent vraiment et qui ne sont pas juste un effet waouh Twitter, je suis preneur. Je te remercie. On est good. Ouais, je crois qu'on est bon, ouais, parce que Ouais. bon, il reste moins d'une minute. Bah, merci, Merci Yvan. beaucoup. N'oubliez